Abdenabi Kerbach était un adolescent de 13 ans vivant en France avec sa famille et qui semblait mener une vie heureuse. Cependant, un matin, son corps a été retrouvé sur un petit chemin derrière son école, laissant supposer qu'il avait mis fin à ses jours. C'était en 1989. Des années plus tard, son frère Miloud a décidé de réexaminer les circonstances de ce drame. Ce qu'il a découvert remet alors en question la version officielle de ce drame et révèle une vérité bien plus complexe. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire d'Abdenabi Kerbach, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une vidéo un petit peu particulière. Pour cette vidéo, c'est en fait l'association Les Oubliés de la Justice qui m'a mis en contact avec Miloud Kerbach. Je l'ai interviewé, je vais essayer d'inclure des extraits de son interview dans cette vidéo. Comme ça, vous pourrez voir également son point de vue et vous aurez aussi sa manière de raconter les faits. Si jamais en barre d'infos, je vous mets le lien vers la page Facebook des Oubliés de la Justice ainsi que le lien vers leur compte Instagram. C'est pas la première fois que je travaille avec eux, c'est une association qui est vraiment chouette, qui est importante pour beaucoup de familles victimes, donc je vous encourage vraiment à aller les suivre. Sinon, avant de commencer, je vous rappelle aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ça m'aide énormément, donc merci à tous ceux qui sont abonnés et merci à tous ceux qui s'abonneront. Pour commencer, je vais quand même vous parler de Miloud, qui se fait d'ailleurs appeler par son nom d'auteur Mil Wood. Il avait en fait 3 ans au moment où son frère Abdenabi est décédé et à l'époque, aucune enquête n'a réellement été menée. Par contre, aujourd'hui, Miloud a décidé de lancer un nouvel appel à témoignage car il est sûr que son frère a été assassiné. Pour vous donner un petit peu de contexte, Miloud a grandi dans sa famille en sachant que son frère était décédé. Par contre, c'est vrai qu'on n'en parlait pas vraiment. Par la suite, il a eu une adolescence un petit peu compliquée, il a eu plusieurs choses à affronter dans sa vie et par la suite, quand il a commencé à aller mieux, il s'est dit qu'il aimerait bien écrire sur sa vie. Petit à petit, il a voulu concrétiser sa passion et il s'est donc mis à écrire un livre. Évidemment, en écrivant un livre sur sa vie, sur son parcours, c'était sûr qu'il voulait écrire un chapitre sur la mort de son frère Abdenabi. Pour l'écrire, il a alors fait des recherches et il est alors tombé sur un article de l'époque qui a piqué sa curiosité. Au fil de ses recherches, les doutes qu'il avait depuis toujours sur la véritable raison de la mort de son frère se sont alors confirmés. Aujourd'hui, il a donc décidé de consacrer une partie de sa vie à la recherche de réponses. C'est pour ça qu'aujourd'hui je fais cette vidéo, d'une part pour qu'on parle de la mort de son frère, pour qu'on connaisse la vérité, et de deux pour essayer de peut-être récolter des témoignages. À présent, nous allons donc faire un retour en arrière pour nous plonger dans la triste histoire du frère de Miloud, Abdenabi. Abdenabi est né le 16 avril 1976 et a grandi avec sa famille en France, dans la ville de Coulommiers, à 1 heure de route de Paris. La famille d'Abdenabi était assez grande, on va donc se consacrer sur les personnes qui vivaient dans son foyer, parce qu'il faut savoir qu'il avait aussi des frères et sœurs en Algérie. En fait, le père de famille avait une vie en France avec une femme et des enfants, mais il avait également une autre vie en Algérie avec une femme et des enfants. Il partageait donc sa vie entre ces deux pays, passait un moment de l'année en Algérie et un moment de l'année en France. C'est pour ça qu'on va donc se consacrer sur la famille en France et surtout sur les personnes qui étaient dans la même maison, qui vivaient avec Abdenabi. En 1989, Abdenabi était le plus grand des enfants qui vivaient encore à la maison avec ses parents. À ce moment-là, il avait 13 ans, mais il avait 4 petits frères. Parmi ses frères, il y avait Mohamed qui avait seulement 1 an de moins que lui, et puis le plus petit de tous était Miloud qui avait 3 ans à l'époque. À ce moment-là, la famille vivait dans une grande maison, ils habitaient principalement à l'étage, mais le rez-de-chaussée de la maison était en fait une épicerie et un restaurant qui était tenu par ses parents. D'ailleurs, Abdenabi, qui comme je l'ai dit était le plus grand des enfants à la maison, aidait sa mère à s'occuper de ses petits frères pendant que elle travaillait. Je vais d'ailleurs vous mettre un extrait de la discussion que j'ai eue avec Miloud, qui je le rappelle donc n'avait que 3 ans au moment des faits, mais qui quand même a des souvenirs et en tout cas on lui a raconté beaucoup de choses par rapport à son frère. Abdenabi, c'était un garçon qui était plein de tendresse et d'affection, tellement bienveillant que ma mère lui avait délégué le rôle de s'occuper de ses petits frères pendant qu'elle faisait tourner les commerces. C'était lui qui s'occupait de nous. C'était pas juste le grand frère qui a parfois 2-3 petites attentions envers ses
envers ses petits frères, c'était vraiment le grand frère qui nous faisait, qui me faisait ma toilette, qui me passait au bain, il s'occupait de nous, il s'est occupé de moi comme une mère finalement. Et le frère le frère avec qui il avait le plus de proximité, c'était Mohamed. Ils avaient qu'1 an d'écart. Ils étaient comme 2 doigts de la main, de par le fait qu'ils étaient les plus grands et qu'ils étaient proches en âge. Et Mohamed, il s'en est beaucoup inspiré. Il a beaucoup observé Abdenbi dans sa façon d'être, de s'occuper de nous cajoler, de nous prendre dans ses bras. Mohamed, il s'en est beaucoup inspiré. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est que j'ai pu recevoir l'amour de Abdenbi à travers Mohamed. Et quand je dis ça, c'est parce qu'il m'a donné beaucoup d'amour et beaucoup d'affection, Mohamed, pendant toute mon enfance, pendant toute mon adolescence, jusqu'au collège. J'ai encore le souvenir de me sentir mal à l'aise parce que je commençais à être un grand garçon et qu'il me prenait encore dans les bras comme un bébé. Et Mohamed, il s'est beaucoup inspiré d'Abdenbi sur tout ce côté-là, sur son côté serviable, d'être toujours dans la démonstration de bienveillance, dans la prise d'initiative, de toujours vouloir aider. Abdenbi, c'était quelqu'un comme ça. Abdenbi, il était comme ça et Mohamed, il s'en est beaucoup inspiré. On peut voir qu'il y avait vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance dans cette fratrie. Sinon, Miloud m'a quand même expliqué qu'il avait un souvenir avec son frère, un souvenir qui restait un petit peu gravé dans sa mémoire. En fait, dans la maison où il vivait, il y avait une grande cour extérieure et dans cette cour, il y avait plein de jouets, il y avait des trampolines, vraiment, les enfants avaient de quoi s'amuser. Et lui, il a ce souvenir où son frère le prenait et ils faisaient comme la toupie ensemble et ça, c'est arrivé pas mal de fois et c'est un des souvenirs marquants de Miloud. Mais mis à part ça, il faut savoir qu'Abdenaby, en plus d'être un grand frère exceptionnel, était très doué à l'école et il avait toujours d'excellentes notes. Il a d'ailleurs été l'enfant le plus studieux de ses parents et avait même pour ambition de devenir journaliste. Alors, l'école où il allait s'appelait le collège Hippolyte Rémy. C'est un collège qui a depuis fermé et c'est important de préciser, notamment pour ceux qui vivent à proximité, que ce collège s'appelait en fait à l'époque la Coccinelle. C'était en fait un surnom dû à la coccinelle en béton qui s'y trouvait. Il faut savoir que c'était une assez bonne école, mais aussi que la plupart des enfants qui y étaient blancs. Je précise ça parce que, selon moi, c'est important quand même de dire qu'Abdenaby était l'une des seules personnes racisées dans cette école. D'ailleurs, dans un sens plus large, la famille d'Abdenaby était l'une des seules familles arabes vivant au centre-ville de Coulommiers. De plus, il s'agissait aussi d'une famille nombreuse, donc les gens les voyaient un peu comme la famille maghrébine avec énormément d'enfants. Voilà, et ça créait des stéréotypes sur la famille. Donc oui, effectivement, il y avait un contexte raciste à l'époque, contexte qui existe toujours, mais bon, à l'époque, on était quand même plus proche de la guerre d'Algérie, donc c'était peut-être encore plus compliqué, d'autant plus que voilà, une famille maghrébine dans une petite ville reculée avec principalement des blancs, des français dans le centre-ville. En tout cas, ils étaient majoritaires. On était l'une des seules familles maghrébines, famille algérienne d'autant plus. À la limite, si on avait été une famille tunisienne, on aurait probablement subi une forme de racisme peut-être un peu plus classique, même si j'aime pas trop utiliser ce terme, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a racisme et racisme, quoi. Il y a le racisme de j'aime pas les arabes, j'aime pas les chinois, et au final, même si t'es là aussi, je t'aime pas quand même, mais sans vraiment de raison derrière. C'est ce que j'appelle le racisme par ignorance, du racisme ordinaire, quoi, des préjugés. Mais là, on n'était pas là-dedans. Là, on est dans le fait d'être une famille algérienne, après toute l'histoire du passé colonial, de la guerre d'Algérie, de l'indépendance de 62, ça a laissé des traces, ça a laissé des séquelles dans la mémoire collective. Il y a une forme de rancœur, en fait. C'est un racisme accouplé à une forme de rancœur. Je t'en veux, je te connais et je t'en veux pour quelque chose de précis. Et je pense qu'on a subi ce racisme. Et c'est compliqué. C'est compliqué d'évoluer dans un pays, en tout cas pour moi qui suis né dans ce pays, qui a grandi, je suis passé dans le système scolaire, et je ne maîtrise que cette langue. Et c'est compliqué d'évoluer dans un contexte aussi tendu et avec un passé aussi douloureux. C'est compliqué. Malheureusement, on sait aussi qu'Abdenaby et même son frère Mohamed, qui n'avait qu'1 an de moins que lui, ont vécu du harcèlement. Par exemple, et c'est vraiment triste, mais il est déjà arrivé que d'autres enfants du collège leur jettent des pierres. Mais bon, pour en revenir à l'école, nous, on ne sait pas vraiment si Abdenaby avait des amis. Le seul ami réellement connu s'appelait David, et lui aussi était un enfant racisé parce qu'il venait d'une famille africaine. Malheureusement, aujourd'hui, David est lui aussi décédé, donc il ne peut pas nous en dire plus.
Mis à part tout ça, quand Abdenabi rentrait de l'école, il avait sa routine. Tout d'abord, c'était faire ses devoirs et puis c'était passer du temps avec ses petits frères et s'occuper d'eux. Au final, il allait pas très souvent dehors pour jouer avec les autres enfants. Par contre, dès qu'il avait un petit peu de temps pour lui, il s'adonnait à sa plus grande passion qui était de faire du vélo. D'ailleurs, rappelez-vous, mais je vous parlais tout à l'heure de cette grande cour extérieure de la maison là où Abdenabi et ses frères jouaient. Eh bien, cette cour était vraiment remplie de vélos et de pneus et de plein d'autres jouets. Ça paraît anodin pour le moment, mais c'est important de retenir qu'il avait beaucoup de vélos à sa disposition. Aussi, ce que Miloud m'a expliqué, c'est que son frère Abdenabi était toujours soucieux qu'il y ait assez de vélos en bon état à la maison pour tous ses frères. Quand l'un des vélos était cassé, en fait, il avait pour habitude d'attendre la journée des encombrants, qui était le premier mercredi du mois, et à cette occasion, il regardait s'il y avait des vieux vélos à récupérer pour ensuite les remettre en état. Voilà, c'est une description un petit peu longue, mais ça me paraissait important de vous expliquer qui était Abdenabi et à quel point il a compté dans la vie de sa famille. Je voulais quand même laisser le mot de la fin à Miloud parce que lui-même a parlé à pas mal de personnes qui connaissaient son frère et qui l'ont décrit au mieux. Ouais, les premiers mots qui reviennent, c'est discret, réservé, souriant, en retrait, introverti, mais sur la communication verbale, mais en tout cas pas par les gestes. Par les gestes, c'est plus le premier à prendre l'initiative d'aider. Il avait ce côté serviable où il savait quoi faire pour faire avancer les choses et il avait cette forme de... voilà, il avait les bons réflexes. Il avait les bons réflexes pour pouvoir se rendre être pertinent en fait, être pertinent dans ses gestes et dans sa manière de vouloir contribuer à l'effort collectif. Bon, à présent, on va se plonger dans la journée du lundi 18 décembre 1989. Ce jour-là, Abdenabi ainsi que ses frères passaient la journée à l'école, c'était une journée ordinaire. Il faut savoir quand même qu'Abdenabi était le seul à aller au collège, il était donc le seul de sa fratrie au collège Hippolyte Rémy. En tout cas, la journée s'est passée normalement et à 16h, Fatima, qui était la mère de famille, a été chercher les 4 frères d'Abdenabi à leur école. Elle les avait alors ramenés à la maison et puis elle s'était mise à travailler à l'épicerie qui, je le rappelle, était au rez-de-chaussée. Abdenabi, de son côté, finissait un petit peu plus tard l'école, c'est-à-dire vers 17h, et il devait donc rentrer à pied tout seul chez lui. Alors autant vous dire que son collège ne se trouvait pas du tout loin de sa maison, c'était à seulement 550 mètres. C'était un trajet qu'il faisait tous les jours depuis un bon moment déjà, donc normalement, il n'y avait pas de souci. Il faut aussi que je note quelque chose, c'est que on est en plein mois de décembre, on est en plein hiver. Et d'ailleurs, ce jour-là, le soleil se couchait à 16h52, donc lorsqu'il est sorti de l'école, il commençait à faire noir. Pour que vous puissiez visualiser, je vais vous mettre une carte qui montre bien le chemin qu'il devait prendre pour rentrer chez lui. Alors vous voyez qu'il y a 2 routes possibles pour rentrer à la maison, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est assez proche. Et puis à cette heure-là, eh bien les rues sont remplies de collégiens qui rentrent chez eux. Donc voilà, ce jour-là ne fait pas exception, les rues étaient pleines de jeunes adolescents qui rentraient voir leur famille, mais malheureusement, Abdenabi, lui, ne rentrera pas à la maison. La première personne qui va se rendre compte de l'absence d'Abdenabi, c'est son ami David dont je vous ai parlé. En fait, la maison de David se situait justement sur le chemin qu'Abdenabi empruntait et très souvent, eh bien, ils faisaient un bout de leur marche ensemble. Donc, comme à son habitude, David, à la sortie des classes, a décidé d'attendre son ami Abdenabi pour rentrer à la maison, mais voilà, il ne l'a pas vu. David avait 13 ans, il n'a pas pensé plus loin que ça, il s'est dit que Abdenabi était déjà sorti ou quelque chose comme ça, donc il s'est pas plus inquiété et il est rentré chez lui. Sinon, à la maison, comme je vous l'ai dit, Fatima, la mère de famille, travaillait dans son épicerie et je le précise, le père de famille n'était pas là à ce moment-là parce qu'il se trouvait en Algérie. Donc voilà, Fatima, elle va voir le temps passer, 17h15, 17h30 et petit à petit, elle va commencer à s'inquiéter. En temps normal, Abdenabi ne traînait jamais pour rentrer et donc assez rapidement, Fatima a commencé à se dire que quelque chose n'allait pas. Surtout que, je le rappelle, on était en plein hiver, il faisait froid et en plus il y avait une alerte de tempête qui avait été lancée. Donc clairement c'était pas un temps agréable pour traîner dehors, c'était bizarre qu'Abdenabi ne soit pas encore là, elle ne voyait pas qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus. L'heure du souper était prévue pour 19h30, 20h, mais clairement Fatima se voyait pas préparer à manger avec ses 4 autres enfants en sachant qu'Abdenabi n'était toujours pas rentré à la maison. Alors avant même de commencer à préparer à manger vers 18h30, 19h, elle a décidé de se rendre au commissariat
commissariat de police. Alors, si vous vous demandez pourquoi elle n'a pas fait des tours en voiture dans la ville avant d'aller au commissariat, déjà, il faut savoir qu'elle n'avait pas de permis de conduire. Et puis, elle avait un magasin à gérer, elle avait des enfants à la maison. Elle se voyait pas faire des tours dans la rue sans savoir où aller, dans le froid. Pour elle, ce qui était logique de faire, c'est d'aller à la police, dire que son fils n'est pas rentré, et elle imaginait donc que des policiers allaient le chercher par la suite. Mais voilà ce qu'il s'est réellement passé. Quand ma mère elle arrive au commissariat, c'est pour témoigner son inquiétude avant tout, pour signaler le fait que Abdelmine n'est toujours pas rentré, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est jamais arrivé. Depuis le début de sa scolarité, il est toujours rentré tout de suite après l'école. Là, ça fait plus d'1h30 qu'il n'est pas rentré, c'est pas normal. Faut commencer à ça, là, faut commencer à s'alerter, faut commencer à chercher. Donc, elle est venue pour témoigner aussi de son inquiétude, l'inquiétude d'une mère. Elle avait un mauvais pressentiment aussi, le pressentiment d'une mère, l'inquiétude d'une mère. Elle est venue témoigner de tout ça et leur faire comprendre que la situation n'était pas normale, qu'il était temps de commencer à s'inquiéter. Sauf qu'au final, la réponse qui lui a été apportée, c'était qu'il était probablement en train de faire du lèche-vitrine en cette veille de Noël, qu'il fallait pas s'inquiéter, qu'il va bientôt rentrer, vous inquiétez pas madame, rentrez chez vous, il va bientôt rentrer. On va pas commencer à chercher maintenant, en tout cas c'est ce que ça veut dire, on va pas commencer à chercher et revenez demain. Revenez demain. En soi, là, ce que les policiers sous-entendaient, c'est qu'il fallait attendre au moins 24 heures pour lancer des recherches. Ça paraît totalement fou, surtout quand on sait que c'est les premières heures après une disparition qui sont les plus importantes. C'est à ce moment-là qu'on a le plus de chances de retrouver la personne disparue. Mais bon, j'imagine que la police s'est dit, si ça se trouve, il va rentrer, ça sert à rien de chercher maintenant, on va attendre le lendemain, sans doute qu'il va rentrer. Alors, oui, peut-être qu'il pouvait avoir fugué, peut-être qu'il pouvait s'être perdu, peut-être qu'il pouvait avoir été chez des amis, mais on sait pas. Ça restait un jeune adolescent de 13 ans, seul dehors alors qu'il faisait noir, dans le froid d'hiver et en plein milieu d'une alerte à la tempête. Donc en soi, même s'il faisait du lèche-vitrine comme ils l'ont dit, la situation restait extrêmement dangereuse. J'ai demandé à Miloud si selon lui, la police avait pu faire acte de racisme envers cette mère de famille qui cherchait son enfant et il m'a répondu que peut-être que, effectivement, si ça avait été le médecin du village, l'avocat ou même le boulanger que tout le monde connaît, peut-être que la police aurait réagi autrement. Si ça avait été le propre fils d'un des policiers, sans doute que la police aurait réagi autrement. Mais voilà, il s'agissait simplement de la famille maghrébine, la famille nombreuse, et peut-être que ça a joué dans le fait que la police n'a pas directement voulu lancer les recherches. C'est vraiment triste, mais en soi, c'est un fait, c'est quelque chose qui se vérifie. On sait que les disparitions de personnes racisées ou des personnes qui sont défavorisées, ou même si on pense aux autochtones au Canada, aux États-Unis, ces disparitions-là sont souvent bien moins prises au sérieux et c'est vraiment un problème qu'on a dans notre société aujourd'hui. Mais en tout cas, pour en revenir à notre histoire, après ça, Fatima, la mère de famille, est rentrée chez elle, mais elle est rentrée encore plus inquiète parce que cette fois, elle savait que personne n'allait l'aider. Tout de même, elle avait toujours ses 4 autres enfants à la maison, donc elle les a nourris, elle les a couchés, et puis elle a passé une très longue nuit en étant extrêmement inquiète. Elle se sentait extrêmement impuissante, et puis plus le temps passait, plus elle sentait que quelque chose de grave était en train de se passer. Le lendemain matin, nous étions le mardi 19 décembre 1989. Évidemment, Fatima s'était levée avec une énorme boule au ventre. Ses 3 plus grands enfants étaient alors partis à l'école dans la matinée, et à présent, elle était donc seule à la maison avec Miloud qui avait 3 ans, donc elle devait l'amener à la maternelle un petit peu plus tard dans la matinée. Mais voilà, vers 8h45 du matin, des personnes ont frappé à sa porte. Fatima a alors ouvert et elle a vu plusieurs policiers avec un regard grave. Immédiatement, elle a su que son fils était décédé. Les policiers, eux, sont restés très froids avec elle et lui ont demandé de les suivre pour qu'elle aille identifier le corps à la morgue. À ce moment-là, donc Miloud qui avait 3 ans était sur le pot et en fait, sa mère est partie, elle a suivi les policiers et c'est là que les agents de police lui ont dit « Madame, vous n'oubliez pas quelque chose ?» Et juste elle s'est dit « Ah oui, fermez ma porte à clé » et en fait les agents lui ont dit « Non, vous oubliez votre fils qui est juste là sur le pot. » Et en fait, ça veut vraiment dire qu'à ce moment-là, elle s'était comme mis en pilote automatique. Elle s'était dit « Ok, mon fils est mort, je dois aller à la morgue, je dois aller identifier son corps. » Il n'y avait plus rien qui existait autour d'elle à part ça. C'était vraiment un moment très intense et les policiers qui étaient très froids n'ont pas du tout aidé non plus. En tout cas, après ça, elle a pris Miloud avec elle et ils sont allés ensemble à la morgue. Ma mère, elle en voulait profondément.
Ma mère, elle en voulait profondément. Et très vite, elle leur a exprimé, elle leur a dit, très vite, elle leur a dit, je suis venu vous voir la veille, je suis venu vous voir hier soir, en fait. Je suis venu vous voir hier soir, je suis venu vous dire que c'était pas normal, que c'était grave. Je suis venu vous demander de nous aider, de chercher. Vous avez rien fait, et maintenant, ça y est, on y est. Maintenant, ça y est, on y est. Mais c'est le sentiment de frustration, mais il devait être énorme en fait. Quand la veille on est allé au commissariat pour signaler notre inquiétude, pour dire qu'il se passe quelque chose de grave, qu'on ne prend pas au sérieux, et que le lendemain matin à peine on vient toquer à notre porte pour nous dire que le pire est arrivé, mais le pire pour lequel on est venu alerter au commissariat, on pouvait pas mieux faire en termes de démarche. Je pense qu'il n'y a pas pire comme frustration. Du coup, arrivé à la morgue, ils m'ont fait attendre dans le couloir et ils m'ont laissé attendre devant la porte, quoi. Ils ont fait rentrer ma mère dans la pièce pour lui demander de confirmer, d'identifier le corps. Ma mère, elle l'a vu, Abdenbe était allongé. Il était beau. C'est le souvenir de ma mère. Mais en tout cas, il avait juste un bleu au cou, quoi. Donc voilà, une fois Fatima en face du corps de son fils, elle a vu ce bleu qu'il y avait autour de son cou et c'est là que les policiers lui ont appris qu'Abdenaby avait mis fin à ses jours en se pendant. Il l'avait en fait retrouvé sur le chemin boisé qui se trouvait juste derrière son école. Je vais vous mettre une nouvelle carte et regardez bien parce que on peut voir que le lieu où son corps a été retrouvé se trouve à l'opposé du chemin qu'il aurait dû prendre pour rentrer chez lui. En fait, c'était très étrange qu'il ait été retrouvé là parce que ça avait aucun sens qu'il parte par cette rue-là et d'ailleurs il y avait très peu de gens qui partaient par là parce qu'il y avait très peu de maisons à cet endroit. Mais en soi, le plus perturbant dans le fait qu'Abdenaby ait été retrouvé là-bas, c'est que le chemin était en réalité un endroit qui terrorisait tous les jeunes du village. Personne n'osait y aller et encore moins à la tombée de la nuit. D'ailleurs, on l'appelait le chemin de la sorcière. Tout le monde avait peur du chemin de la sorcière. Le petit sentier qui est derrière le collège, tout le monde en avait peur. Depuis des années, génération après génération, tout le monde en avait peur. Déjà dans la mémoire collective, ce chemin, il a une histoire. Déjà dans la mémoire collective, tout le monde en avait peur. Dès ce moment-là, Fatima, donc la mère de famille, a trouvé la situation vraiment étrange. Déjà, le fait que son fils ait voulu mettre fin à ses jours lui paraissait inconcevable, mais qu'il l'ait fait dans ce genre d'endroit, un lieu qui le terrifiait depuis toujours, ça n'avait selon elle aucun sens. Mais ce n'est pas tout. Pour en revenir au bleu que Abdenaby avait sur son cou, Fatima a effectivement remarqué qu'il semblait plutôt avoir été étranglé par quelqu'un. En fait, d'après ce qu'elle a expliqué plus tard, ça ne ressemblait pas du tout à des marques de pendaison, mais plutôt à des marques de strangulation. Mais ça, vous inquiétez pas, j'y reviendrai plus tard. En tout cas, même si elle avait des doutes, Fatima n'a rien dit. La police avait dit qu'il s'agissait d'un suicide et donc elle ne pouvait pas contredire ce que disaient les autorités. Alors même si elle était convaincue que ce n'était pas la réelle raison de la mort de son fils, eh bien, elle n'a rien osé dire. Alors évidemment, dès qu'il a été mis au courant du drame, le père de famille est revenu en France pour épauler sa famille. D'ailleurs, rapidement après son arrivée, l'homme qui avait découvert le corps de son fils est venu le voir pour lui expliquer exactement où et comment il avait retrouvé Abdenaby et donc ensemble, ils sont allés dans ce fameux chemin de la sorcière. L'homme lui a alors expliqué ce qui s'était passé le mardi matin et donc il lui a dit qu'il faisait en fait une balade très matinale à cet endroit pour y promener son chien. Donc quand le promeneur est passé par là, il a vu Abdenbe sur le côté, à genoux, avec son cartable. Il savait pas s'il était en train de dormir, s'il était réveillé, s'il était... Donc voilà, son premier réflexe pour tester sa réaction, ça a été de lui parler. Voyant qu'il lui répondait pas, il s'est approché un peu plus de lui, il l'a palpé, il lui a touché un peu l'épaule, il a vu, en voyant le corps s'effondrer, il a vu qu'il était mort, et là il s'est alarmé, il est parti en courant, appeler les pompiers. Mais bon, mis à part ça, le promeneur a donné des détails vraiment étranges au père d'Abdenaby. Déjà, il lui a confirmé que Abdenaby avait bel et bien été retrouvé avec une corde autour du cou. Par contre, cette corde n'était attachée à rien, elle n'était pas attachée à un arbre ou à une branche. Et puis aussi, il dira qu'en réalité, ce n'était pas du tout le type de corde solide qui pourrait soutenir une pendaison, c'était plutôt une sorte de cordon. De plus, le promeneur lui a également montré la longueur de la corde. Et là encore, on voyait clairement que quelque chose n'allait pas. On
n'était pas sur une longue corde, on était sur vraiment une corde de petite taille, donc ça paraissait presque impossible qu'avec cette corde, on ait pu faire le tour du cou d'Abdenabi, qu'il ait pu la pendre à un arbre pour ensuite pouvoir mettre fin à ses jours. La corde était réellement trop petite pour ça. Donc voilà, tout ça a vraiment renforcé l'idée qu'Abdenabi avait sans doute été victime d'un crime. En tout cas, après ça, son corps a été amené en Algérie pour y être enterré. Mais à présent, parlons de Miloud. Il avait 3 ans au moment des faits, mais aujourd'hui, il est adulte et comme je vous l'ai dit, il y a quelques temps, il s'était mis à écrire sur sa vie. Il avait alors décidé d'écrire un chapitre à propos de la mort de son frère, d'Abdenabi, et ce chapitre est finalement devenu bien plus que ça. Déjà, il faut savoir que, en grandissant dans sa famille, personne ne lui avait réellement parlé explicitement des doutes qu'il pouvait y avoir par rapport à la mort de son frère. Mais en faisant quelques recherches, eh bien, il va tomber sur un article qui avait été écrit à l'époque par le journal Le Parisien et qui avait été publié seulement 4 jours après la mort d'Abdenabi. On ne sait même pas si la famille d'Abdenabi était au courant que cet article avait été publié, mais en tout cas aussi, aucun des membres de la famille d'Abdenabi n'a été interviewé pour la rédaction de cet article. En tout cas, cet article annonçait des faits assez étranges et en le lisant, Miloud a tout de suite relevé certaines incohérences. En fait, à partir de là, il a lui-même commencé à avoir des doutes sur les circonstances de la mort de son frère. Je propose donc qu'on décortique cet article ensemble pour essayer de soulever les choses qui sont vraiment étranges. Alors, tout d'abord, l'article commençait en disant qu'Abdenabi avait mis fin à ses jours et ça ne mettait en soi aucune réserve, ils ont énoncé ça comme un fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle personne ne s'est posé plus de questions par rapport à la mort d'Abdenabi vu que Le Parisien annonçait qu'il avait mis fin à ses jours. Il n'y avait pas de quoi se poser plus de questions. Dans cet article, il était même écrit qu'une branche avait été retrouvée cassée, supposant ainsi qu'Abdenabi s'était pendu et que la branche aurait cédé pendant la nuit, le faisant tomber au sol. Alors à ce sujet, Miloud était quand même un petit peu perplexe parce que déjà dans un premier temps, la personne qui a retrouvé le corps d'Abdenabi ne leur a jamais parlé d'une branche. Alors oui, il y avait des branches par terre, mais étant donné qu'il y avait beaucoup d'arbres, eh bien des branches étaient simplement présentes un petit peu partout. De plus, chose importante à se rappeler aussi, c'est que le promeneur qui a retrouvé le corps dira que oui, Abdenabi avait sa corde autour du cou, mais cette corde n'était reliée à rien, à aucune branche ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est déjà assez étrange. Mais bon, à présent, on va parler de ce que je pense être la chose la plus importante qu'on apprend dans cet article. Le journal Le Parisien a en fait écrit que, soi-disant, si Abdenabi avait décidé de mettre fin à ses jours, c'est parce que peu de temps avant, il aurait volé un vélo et se serait fait prendre. Le propriétaire du vélo lui aurait alors dit qu'il avait de la chance parce qu'il n'irait pas porter plainte à la police, mais il lui a dit qu'il informerait tout de même son père. Donc, selon cet article, c'est pour cette raison qu'Abdenabi aurait décidé de mettre fin à ses jours par honte et par peur de son père. Donc, là, on va prendre les choses dans l'ordre. Déjà, cette histoire de vol de vélo est étrange. Miloud m'a d'ailleurs expliqué que, avant qu'il ne lise cet article, eh bien, personne de sa famille n'avait entendu parler de ce fameux vol de vélo. À l'époque, comme je l'ai dit, sa famille n'avait pas vraiment pris conscience de cet article, donc c'est vraiment Miloud qui l'a découvert. Et quand il a commencé à en parler à ses parents du fait que son frère aurait pu voler un vélo, ses parents n'étaient pas du tout au courant de ça. Donc clairement, cette information semble venir de nulle part. Et puis aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la famille avait vraiment une cour remplie de vélos. Et Abdenabi adorait en faire, mais il aimait aussi les retaper. Donc parfois, il en trouvait des vieux destinés à la décharge et travaillait dessus. Clairement, il y avait donc beaucoup de vélos à la maison. Il savait où en trouver gratuitement en soi pour pouvoir les retaper après. Ça n'avait aucun sens même qu'il ait volé un vélo. Mais bon, même si, imaginons, il avait vraiment volé ce vélo, c'est quand même assez étrange que le propriétaire se soit rendu à la police après la mort d'Abdenabi pour dire que, sans doute, si ce jeune garçon a mis fin à ses jours, c'est à cause de cet incident. Il faut vraiment se rendre compte qu'il n'y a pas eu d'enquête, donc personne n'a été interrogé. Ça veut donc dire que le propriétaire du vélo a lui-même fait la démarche d'aller au commissariat ou d'aller voir la presse, on ne sait pas, pour annoncer ce fait et pour dire c'est la raison du suicide. Donc ça aussi, selon la famille d'Abdenabi, ça reste quand même bizarre. Mais parlons à présent du deuxième point évoqué qui est
la soi-disant peur maladive qu'Abdenabi aurait pu avoir vis-à-vis de son papa. Alors, là encore, on va se rappeler d'une chose, mais le père d'Abdenabi était à ce moment-là en Algérie pour une assez longue période. Donc il n'était même pas à la maison à ce moment-là. Mais tout de même, il faut savoir que dans le village, dans les environs, il y avait cette croyance un petit peu collective que le père d'Abdenabi était un homme assez difficile à vivre. En fait, les personnes qui côtoyaient la famille ou même les voisins ont toujours eu une certaine méfiance vis-à-vis de lui et personnellement, je me dis qu'une part de racisme doit quand même jouer là-dedans. En fait, à l'inverse de sa famille, le père d'Abdenabi n'a jamais vraiment essayé d'apprendre le français, d'essayer de s'intégrer un maximum. On avait toute la famille en France qui faisait beaucoup d'efforts, mais lui n'en a pas forcément fait, ce qui a donc poussé les gens à se faire une certaine idée de lui. Mon père, il est né, il a grandi en Algérie, et ça, je pense que c'est une part du contexte qui est quand même très importante. C'est qu'à 12 ans déjà, son village, il s'est fait bombarder par l'armée française. Mon père, il a vécu la guerre d'Algérie de 10 ans à 18 ans, et il a une histoire avec la France qui est quand même compliquée, il a un passé douloureux, il a un passif. Il a un passé douloureux avec la France. Mais bon, il faut quand même se dire qu'au sein du foyer, le père d'Abdenabi n'a jamais été violent. J'ai longuement parlé avec Miloud de la relation qu'il pouvait avoir avec son père et il m'a expliqué que c'était un homme qui avait beaucoup donné de sa personne dans le travail pour essayer que sa famille puisse vivre le mieux possible. Effectivement, ce n'était pas le genre de père à être trop tactile avec ses enfants, il n'était pas non plus du genre à dire qu'il les aimait, mais il faut aussi se rendre compte que lui-même, ce père de famille, n'a pas été élevé de cette façon. Lui, il n'a pas été élevé dans une famille où on le couvrait d'amour, de câlins et de bisous toute la journée. Ça ne voulait pas dire qu'il n'y avait pas d'amour, ça veut juste dire qu'il l'exprimait d'une autre façon. Mais en tout cas, une chose est sûre, ça ne veut pas dire non plus qu'il maltraitait ses enfants. Donc clairement, cet article était plein d'incohérences et on peut comprendre qu'il a soulevé plusieurs questions chez Miloud au moment où il l'a découvert. Donc après avoir lu cet article, Miloud a pris la décision d'interroger ses parents pour en savoir un peu plus. Donc là, en plus d'apprendre que la corde, ou plutôt le cordon retrouvé autour du cou d'Abdenabi était trop petit pour pouvoir se pendre, il va également apprendre de la part de sa mère que le bleu qu'Abdenabi avait au niveau du cou lorsqu'elle a été identifié son corps ne ressemblait pas du tout à une marque de pendaison. Selon la mère de Miloud, son frère avait une marque de cordon sur le bas du cou, ce qui est très étrange parce que en cas de pendaison, cette marque se retrouve presque sous le menton, donc au-dessus de la carotide et non pas en dessous. C'est d'ailleurs ce qui permet très souvent aux médecins légistes d'identifier un meurtre déguisé. Donc par exemple, si la personne retrouvée pendue a deux marques, une dans le bas du cou et une sous le menton, ça indique que sans doute quelqu'un l'a étranglé avant de le pendre pour faire croire à un suicide. Mais donc ici, dans le cas d'Abdenabi, le bleu se trouvait sous la carotide, ce qui pourrait quand même démontrer qu'il a été victime d'une strangulation. Et puis dans tous les cas, rien que la scène de crime démontrait réellement qu'il avait été victime d'un acte criminel. Parce que quand même, je tiens à le rappeler encore une fois, mais il a été retrouvé sur le sol, dans une position un petit peu recroquevillée sur lui-même, avec un cordon autour du cou qui n'était même pas rattaché à une branche d'arbre. De plus, en parlant du corps d'Abdenabi, je reprécise également qu'il a été retrouvé sur le sol dans une position recroquevillée, ce qui pose quand même pas mal de questions. Parce que si effectivement, comme le dit l'article du Parisien, il s'était pendu à une branche d'arbre, branche qui aurait cassé par la suite, il aurait été retrouvé dans une position assez désordonnée et non pas recroquevillé sur lui-même. En tout cas, avec tout ça, on peut donc envisager une théorie. Il est possible que quelqu'un l'ait emmené de force sur ce chemin, l'ait fait s'agenouiller dos contre un arbre et ensuite à l'aide d'un cordon il l'aurait étranglé. Donc l'agresseur lui se serait retrouvé derrière l'arbre, Abdenabi devant et il l'aurait étranglé par l'avant. Si c'est le cas, Abdenabi aurait donc suffoqué, il serait tombé en avant une fois qu'il serait décédé. Donc ça expliquerait sa position mais également la longueur du cordon qui était assez petite et aussi le fait que ce cordon n'était rattaché à aucun arbre. C'est une théorie mais elle correspond beaucoup plus à la scène de crime mais également au bleu qui était sur le corps d'Abdenabi. En tout cas, aujourd'hui, ce que Miloud veut, c'est vraiment faire en sorte qu'on parle de la mort de son frère parce que depuis le drame, personne n'a jamais vraiment reparlé de cette affaire. On n'en a quasiment jamais parlé entre nous dans la famille. Personne n'osait mettre le doigt sur quelque chose d'aussi sensible et douloureux. Par empathie pour l'autre, pour toi et pour l'autre. Tu sais que l'autre ressent la même chose que toi, donc tu mets même pas le doigt dessus.
Tu mets même pas le doigt dessus. Et même si parfois tu peux avoir une pensée, une idée ou une question, au final tu la poses même pas. Donc non, au final on n'en a jamais parlé entre nous ni à l'extérieur. Ça a été vécu par chacun individuellement. Tu sais ce que l'autre ressent et tu ressens la même chose. Et au final tu vas parler de choses qui font mal. Par contre, c'est vrai que pendant son enquête, Miloud a quand même découvert que quelques années après le drame, son frère Mohamed, qui je le rappelle n'avait qu'1 an de moins qu'Abdenaby, avait tout de même posé des questions au sujet de la mort d'Abdenaby. Il avait essayé d'éclaircir un petit peu cette histoire, mais sans jamais y arriver. Il avait en fait posé quelques questions aux gens du village, aux personnes qui avaient pu côtoyer son frère, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui avait pu se passer dans sa tête, pour essayer de trouver des témoignages, mais ça restait compliqué. Et voilà, il a décidé de ne pas aller jusqu'au bout. Mais tout de même, ça montre que Mohamed a été extrêmement affecté par la mort de son frère. Bien qu'il était quand même jeune, il avait compris que son frère n'avait pas réellement mis fin à ses jours. Ce qui m'a entraîné aussi, c'est de me dire que si ça m'était arrivé à moi, jeune collégien, j'aurais pas voulu que personne ne fasse rien, qu'il se passe rien, que ça reste caché, non dit, que tout le monde croit pour toujours que je me suis suicidé. J'aurais vraiment voulu que quelqu'un fasse quelque chose, pour que quelqu'un se batte pour faire reconnaître la vérité de ce qui m'est arrivé, de ne pas laisser les gens dans l'erreur, dans leurs souvenirs de moi. Surtout croire quelque chose d'aussi grave. J'aurais pas voulu que les gens croient quelque chose d'aussi grave de moi, alors que c'est faux. Et par la suite, Mohamed a vraiment grandi en se disant que la personne qui s'en était prise à Abdenaby pourrait s'en prendre à lui aussi. Ça a alors développé en lui un profond sentiment d'insécurité. Mais pour en revenir à Miloud, c'est pour toutes ces raisons qu'il veut aujourd'hui qu'on reparle de cette affaire. De un, pour que son frère ne tombe pas dans l'oubli, mais également pour faire en sorte que l'on sache enfin que son frère n'a pas mis fin à ses jours. Donc voilà, aujourd'hui Miloud est réellement à la recherche de témoins. Par exemple, il a aucune idée de qui étaient les camarades de classe de son frère. Il essaye d'ailleurs de les retrouver, mais personne semble vraiment répondre à l'appel. Mais on se dit quand même que si il arrivait à parler à quelqu'un qui était à l'école avec lui ou même dans sa classe, on pourrait potentiellement en savoir plus sur la mort d'Abdenaby, sur comment il se sentait et sur qui étaient ses ennemis et qui étaient ses amis. De plus, Miloud aimerait aussi obtenir le dossier officiel sur la mort de son frère. Pouvoir lire le rapport de police de l'époque, voir les photos prises du corps d'Abdenaby, des bleus qu'il avait sur son cou. Mais ça reste une démarche extrêmement compliquée, on va pas juste à la police, on n'en passe simplement pour voir le dossier. C'est vraiment toute une procédure qui prend du temps, qui est longue. Et le pire, c'est que même si finalement il arrive à avoir ce dossier, est-ce que ce dossier aurait été bien conservé depuis le temps? Est-ce que tous les documents se trouveront à l'intérieur? Ça, on ne le sait même pas. Donc voilà, Miloud fait ses démarches, mais il n'a pas envie non plus de mettre tous ses espoirs sur ce dossier parce que peut-être que même ce dossier officiel ne pourra pas répondre à ces questions. Mais bien sûr, des années ont passé et même si effectivement ce serait bien que justice soit rendue, ici il s'agit surtout d'une recherche de vérité. Tout ce que Miloud et sa famille veulent maintenant, c'est comprendre ce qu'il s'est passé et pouvoir restaurer l'honneur de son frère. Cette vidéo, je la fais pour partager effectivement cette histoire, mais également pour que peut-être des personnes qui ont vécu dans le coin à ce moment-là puissent se souvenir de certaines anecdotes, de certaines informations, de certaines choses qu'ils ont pu voir ou entendre. Et si c'est le cas, si vous avez n'importe quoi à témoigner, je vais vous mettre dans la barre d'infos l'adresse mail de Miloud. N'hésitez pas à lui écrire si vous avez la moindre information. Sinon, sans doute que la famille va voir tous les commentaires qu'il y a sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à leur témoigner tout votre soutien ainsi que toute votre bienveillance. Et évidemment, je suis sûre que ça les toucherait énormément. Et enfin, j'avais aussi envie de vous parler de Miloud, que j'ai eu l'occasion d'interviewer pour cette vidéo, et de sa passion pour l'écriture qu'il a développée avec le temps. Aujourd'hui, il a fondé sa maison d'édition qui s'appelle Kalam Édition, dont je mettrai évidemment le lien vers le site internet en barre d'informations. Il va d'ailleurs tout bientôt sortir son tout premier roman sous le nom de Milwood, intitulé Nia Kalam. Alors évidemment, je ne peux que vous encourager à vous intéresser à ses créations. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère vous avoir fait un bon résumé de toute la situation, que j'ai pu vous en dire un maximum. J'espère que cette histoire vous a intéressé également, que peut-être elle vous a touché aussi. N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à donner votre avis sur tout ce qui a bien pu se passer. C'est toujours intéressant
intéressant, on peut partager des théories, toujours en restant bienveillant évidemment. Et sinon, mis à part ça, je vous encourage à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide énormément, donc merci à tous ceux qui le feront. N'oubliez pas non plus de mettre des petits pouces en l'air, ça aide énormément. Il faut absolument que cette vidéo soit vue par le plus de personnes possible. Donc n'hésitez pas non plus à la partager, ça coûte rien et ça pourra énormément aider la famille de Miloud. Mis à part ça, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!